Bienvenue dans la maison des compagnons du devoir de Pantin, aux ateliers du pôle d'excellence de matériaux souples. Pourquoi les ateliers du pôle d'excellence de matériaux souples ? Il y a les cordonniers bottiers, les maroquiniers, les tapissiers, les scellés garnisseurs et les tapissiers décors. Bienvenue dans Histoire d'artisans. Je suis Lisa Millet et je serai votre guide dans l'exploration de l'artisanat. Je vous fais découvrir les visages, ou plutôt les voix, de ces femmes et hommes qui ont décidé de passer leur vie à créer. Aujourd'hui, nous accueillons Justine Gineste, cordonnier bottier. Cet épisode est un peu spécial puisqu'il a été réalisé en partenariat avec la Fondation J.M. Weston, dans le cadre du programme J.M. Weston Foundation Awards. J.M. Weston vous parle peut-être. Malgré son nom à consonance anglaise, la marque est bien française. Aujourd'hui, J.M. Weston est l'une des dernières entreprises à conserver une production 100% française. Son savoir-faire d'excellence est exercé par 170 artisans dans sa manufacture de Limoges. Pour transmettre et valoriser ce savoir-faire d'exception, J.M. Weston a créé la Fondation J.M. Weston. La Fondation a noué un partenariat privilégié avec l'Association des Compagnons du Devoir et du Tour de France, qui a donné naissance à plusieurs initiatives, dont la création des J.M. Weston Foundation Awards. Il s'agit d'un échange international entre la France et un pays étranger réputé pour sa tradition artisanale. Les dernières éditions ont permis aux lauréats français de découvrir le Japon. L'objectif est de permettre à des apprentis cordonniers bottiers français et étrangers de rejoindre pendant 2 mois les meilleurs ateliers des 2 pays. C'est dans ce cadre que j'interviewe Justine. Fraîchement revenue du Japon, Justine nous raconte ses expériences en tant que compagnon du devoir et lauréate des J.M. Weston Foundation Awards. J'ai encore une fois beaucoup appris de cet échange et j'espère qu'il en sera de même pour vous. Belle écoute! Donc, bonjour Justine, merci de m'accueillir du coup dans votre maison des compagnons. Alors Justine, on se rencontre aujourd'hui pour une raison un peu particulière. Tu as fait un échange au Japon dans le cadre d'un partenariat entre donc les compagnons du devoir et la Fondation J.M. Weston. C'est ça. Avant qu'on discute de cet échange, qui je pense est passionnant, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu ton parcours et que tu nous expliques comment tu es devenue... Cordonnier. Voilà. Alors moi j'ai fait un bac général en littérature. Ensuite je suis partie en Belgique pendant 2 ans faire une école de cinéma. C'était pas pour moi. Avant de choisir l'école de cinéma qui était sur concours, j'étais déjà en train de regarder chez les compagnons parce que je voulais faire de la selle d'équitation. Donc je me suis dit au cas où j'ai un plan B. Donc une fois que je suis rentrée en France, je suis allée dans la maison des compagnons de Paris, à Hôtel de Ville, pour me renseigner. Et ils m'ont tout de suite aiguillée sur la formation de sellier. J'ai été, disons, mal aiguillée parce que j'ai été accueillie par des gens qui n'étaient pas du tout du métier des matériaux souples. Du coup, ils m'ont dit oui, tu peux faire de la sellerie d'équitation, alors qu'en fait non, c'était de la sellerie garnisseur, donc c'est les sièges de voiture, c'est les bâches, tout ce qui est bateau, c'était pas du cuir que je voulais. Moi, c'était vraiment un cuir un peu plus épais, avec des coutures à la main, avec du fil presque fait à la main. Vu qu'on est tous ensemble, je passais souvent devant les cordonniers bottiers et je me suis dit, je crois que c'est vraiment ça que je veux faire au niveau de la technique du travail de cuir. C'est pas tant la chaussure qui m'intéressait, c'était la technique. Un jour, je suis allée chez mes parents, j'aime pas la sellerie. J'ai essayé de tout mon cœur d'aimer, mais ça me plaît pas. Je vais changer d'orientation. Donc alors là, ils m'ont dit tout de suite, non mais ça fait 3 fois, là t'exagères. Et bien en fait, ils avaient peur que je m'ennuie, parce que c'est vrai que j'ai tendance à m'ennuyer assez rapidement, parce que la sellerie garnisseur c'est très varié. Tu peux faire du sac à dos, tu peux faire de la voiture, tu peux faire du bateau. Et en chaussure, c'était que la chaussure. Donc ensuite, grâce à la sellerie, j'avais fait beaucoup de machines à coudre. Du coup, j'ai pu passer directement en apprentissage en piquage à Rouen. Et là, j'ai fait 2 ans là-bas, ça m'a plu, et j'étais dans une super communauté à Rouen, et je suis partie sur le Tour de France. Ma première année, je l'ai faite dans le sud de la France, à côté d'Aix-en-Provence, en podologie. Et ensuite, j'ai voulu partir à l'étranger. Le premier choix, c'était la Finlande. Je rêvais d'aller dans les pays nordiques, et j'avais envie de voir ce qu'ils savaient faire au niveau de la chaussure. J'ai démarché l'Islande, la Norvège, la Finlande et la Suède. Ça veut dire quoi, j'ai démarché ? J'ai envoyé énormément de mails, j'ai beaucoup appelé.
L'Islande, c'est beaucoup trop petit comme pays. La Norvège, j'y avais rien trouvé. La Suède, c'était pareil. Et la Finlande, j'y suis allée. On m'a dit, vas-y, ça peut fonctionner. Je suis restée 2 mois et demi là-bas. J'ai tout essayé, ça n'a pas fonctionné. Donc du coup, je me suis dit, bon, j'ai pas envie de rentrer en France. Je vais aller en Angleterre. En fait, on a des prévôts un peu partout dans le monde maintenant. Et le prévôt m'avait dit, j'ai sûrement quelque chose pour toi. C'est quoi un prévôt ? C'est quelqu'un qui s'occupe de toute une maison, toute une communauté, et qui s'occupe de placer les jeunes dans les entreprises. Et en Angleterre, il y en a un. Et il m'avait dit, ouais, j'ai quelque chose pour toi, je suis en contact avec une entreprise qui serait intéressée de te prendre. Tu peux venir, c'est bon. Donc moi, j'ai pris mon billet, une semaine après, j'étais à Londres. Et 2 jours après, je reçois un mail en disant, on peut pas la payer. Elle peut venir faire un stage, mais on peut pas la payer. Et le prévôt, moi, je lui dis, je peux pas, là, ça fait 2 mois et demi que j'ai pas de boulot, j'en peux plus. Vraiment, là, je suis à bout, je veux bien être persévérante. À un moment, là, ça commençait à être difficile pour moi. Je me suis dit, bon, j'arrête d'attendre. Et du coup, je suis allée à Northampton, c'est la capitale de la chaussure. Faut savoir que là-bas, il y a une quinzaine d'usines de fabrication de chaussures. J'ai toqué aux portes. Et j'ai eu de la chance que Crockett & Jones, il y avait un Français qui travaillait là-bas. Il était intéressé par mon CV, j'avais fait un beau book aussi, et j'avais dit, voilà, moi, en piquage, je sais le faire. Et ça les intéressait, et j'ai passé 7 mois, 8 mois même là-bas, à la chaîne. C'était vraiment sympa. Je sais que beaucoup de gens disent que l'industrie, c'est pas terrible, mais en fait, ça dépend avec l'équipe dans laquelle tu es et le poste que tu occupes. Et toi qui t'ennuies vite, tu t'es pas ennuyée ? Eh ben non. Parce que j'avais tout le temps du boulot, parce que je changeais tout le temps de modèle, parce que à la fin, en plus, avec l'anglais et les gens avec qui je discutais, quand t'avais un problème, t'arrivais à régler le problème, c'était vraiment intéressant, surtout à la fin. Ça m'a fait mal au cœur de partir. Et ensuite, en fait, le fait de passer par Crockett & Jones, ça m'a permis d'entrer chez Berluti en mesure à Paris. Ça veut dire quoi, mesure ? C'est du sur-mesure, donc ça veut dire qu'on fait tout aux mesures du client, à l'ancienne. Tout est fait à la main. Si le client veut une broderie, il en aura une. S'il veut ses initiales quelque part, il en aura une. Le client est roi. Il y a peut-être un élément sur lequel il faut revenir quand t'as dit j'ai commencé mon tour de France. Moi, je me suis renseignée avant qu'on se rencontre sur les compagnons parce que je ne connaissais pas du tout. Je connaissais le terme, les compagnons du devoir, mais je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait. Et j'en ai appris encore juste avant qu'on enregistre. Tu nous as expliqué un peu comment ça fonctionnait. Faut savoir, en fait, les compagnons, vous avez donc 2 ans d'apprentissage. C'est ça. On vous délivre un CAP. Mm-hmm. Et après, pendant 7 à 12 ans, vous changez tous les ans de lieu en France. La journée, vous êtes dans une entreprise et le soir, vous continuez des cours. C'est ça. Alors, c'est pas de 7 à 12 ans maintenant, on raccourcit parce qu'il y a une dizaine d'années, il y avait des gens qui arrêtaient l'école au collège et du coup qui étaient assez jeunes, donc qui finissaient compagnons à 25 ans, 26 ans. Et maintenant, c'est différent. Il y en a beaucoup comme moi qui ont fait des choses avant. 7 ans, c'est trop long. Alors du coup, on rétrécit un petit peu. Mais faut savoir que quand tu deviens compagnon, t'es compagnon à vie. Si tu veux vraiment continuer à être compagnon, il faut venir voir les jeunes, faut les aider, faut venir aux réunions, faut s'impliquer dans l'association et continuer à faire vivre tout ça, parce que c'est nous qui la faisons vivre, mais c'est aussi les anciens. Et puis on a des liens particuliers avec ces gens-là. Et ça nous ouvre parfois des portes dans les entreprises dans lesquelles ils ont été. Ils ont, j'ai une super jeune là qui est intéressée, et ça peut marcher aussi comme ça. Ouais. C'est un peu du piston. C'est beaucoup de bouche à oreille, cette association. Et c'est vraiment du piston. C'est plutôt du bouche à oreille. C'est du réseau. Ouais. C'est du réseau, c'est exactement ça, ouais. C'est incroyable parce que, tu vois, moi je viens du parcours classique école de commerce où on te dit, tu en ressors avec un réseau. En fait, les compagnons sont encore plus que ça, c'est une vraie communauté. Ouais, c'est plus que ça. On crée des liens qui sont très chouettes et on se connaît pratiquement tous, on s'est déjà vus. Parfois on fait des fêtes et là on est là, mais je t'ai vu il y a 3 ans, comment ça va? C'est un très très grand réseau, ouais. Et toi, il te reste combien de temps dans ce cas-là, dans ce Tour de France? Dans ce Tour de France, alors il me resterait, parce que ça dépend si je fais ma réception cette année, il me reste 3 à 4 ans. Ok. C'est-à-dire quoi, je fais ma réception cette année? La réception, c'est l'étape du passage d'aspirant au compagnon. Donc aspirant, tu fais ton Tour de France, tu as des stages, tu as des progressions à faire pour voir ton niveau d'évolution. Et une fois que tu te sens prêt, tu demandes ta réception et tu vas faire un chef-d'œuvre. Donc le plus beau travail que tu puisses fournir. Donc souvent c'est quelque chose d'artistique, tu peux faire artistique, faut que ce soit technique et artistique à la fois. Et une fois que tu es reçu,
tu deviens compagnon et tu as 2 années de devoir, de retransmission. Et là, en fait, il faut que tu sois là pour les jeunes aspirants et apprentis. Il faut qu'ils soient encadrés et tu les amènes. En fait, c'est une boucle sans fin, les compagnons. Ok, ouais. Ça veut dire que pendant 2 ans, tu vas devoir être prof. Soit tu fais prof, donc maître de stage, formateur, soit tu es juste là en tant que, on dit compagnon itinérant, tu es dans la maison, tu encadres les jeunes, notamment le soir. Tu les aides à s'orienter au niveau du travail ou alors même au niveau moral. Tu dois être là, ouais. Ok. Ou alors il y a d'autres choses à faire aussi, tu peux placer les jeunes dans les villes, il y a beaucoup de choses à faire après. Tu t'investis d'une manière différente. C'est trop marrant parce que quand on faisait la visite là des locaux des compagnons, t'as un élève en fait qui donne des cours à un formateur. Voilà. Ouais. Parce que le formateur est en maroquinerie et que l'élève est... Ouais, ça arrive beaucoup. Parfois, sur nos chefs-d'œuvre, on fait appel à des menuisiers, à des chaudronniers pour des structures, par exemple. Et du coup, on se déplace et on change complètement de tenue. On jette le tablier, on met le largeau et on met la main à la pâte. Et on se découvre comme ça des métiers. C'est très intéressant. Il y en a une, par exemple, je sais pas si vous avez vu, la paire de chaussures qui est en vitrine. C'est des bottes de samouraï. Et elle a fait une cotte de maille, et la cotte de maille, elle l'a fait avec un serrurier, elle a fait sa cotte de maille à la main. Et ça, tu demandes aux autres métiers, il y en a beaucoup qui sont passionnés de choses, et du coup, c'est très intéressant, des fois, de travailler avec eux. Parce que vu qu'ils sont hyper passionnés, ils savent exactement comment faire, et ils se creusent la tête et tout, c'est hyper cool. Là, je fais des chaussures pour un formateur serrurier, métallier serrurier, et il m'a dit, si tu veux, je t'offre un escalier. C'est trop bien. Ouais. Tu peux refaire toute ta maison gratuitement. Ouais. Sympa. Ok. Et j'avais une question sur quand tu dis le métier de sellier m'a pas plu. Pour moi, sellier c'est selle. Donc c'est selle de cheval. Ouais. Et quand t'as dit j'ai voulu faire sellier pour faire des selles et qu'après tu dis bah non en fait tu fais des fauteuils. Pourquoi? Parce que en fait le métier de sellier harnacheur historiquement c'était des selles de cheval ici chez les compagnons, mais maintenant l'évolution a fait qu'on n'a plus besoin du cheval pour se déplacer. Ouais. Et du coup ils ont évolué dans les intérieurs de voitures. C'est aussi très intéressant hein, mais moi ça me plaisait pas. Ouais. Il y en a pas beaucoup en plus des selliers harnachements, c'est difficile de gagner sa vie avec ce métier. Parce qu'après tu finis dans les bureaux d'études Honnêtement je sais pas parce que j'en ai pas rencontré. Même sur le Tour de France, j'en ai pas rencontré des selliers harnacheurs. Maintenant, il y en a pas? Non, il y a une formation à Ras du Pin qui coûte assez cher. Et là, tu es formé, je crois, pendant 2 ans. Tu fais des selles. Tu fais des selles, tu dois faire du filet et de l'attelage. Mais après, je sais pas vraiment ce qu'ils font. Après, je connais quelqu'un qui était en selle avec moi qui a fait cette formation, qui a ouvert son atelier. Mais je pense que ça se compte sur les doigts de la main. Ok. Après, sinon, tu bosses chez Hermès, quoi. Mais je suis même pas sûre que Hermès fasse beaucoup de production de selles de cheval. Oui. C'est plus ça que c'est ça quand même. Enfin, historiquement c'est aussi la selle de cheval, mais maintenant je suis pas sûre qu'ils en fassent autant qu'avant. Ok. Sur le site des compagnons, du coup je suis allée fouiller. Et il y a des trucs que j'ai notés. Parce que je trouve ça hyper intéressant qu'une formation ait mis des valeurs comme ça dans son fonctionnement. Et les valeurs, c'est ni se servir, ni s'asservir, mais servir. Ouais, ça c'est notre devise. C'est incroyable. Ouais. Franchement, je trouve ça trop cool. Et après, ils disent, il y a un encart sur la transmission. Ouais, c'est ce que j'expliquais après. Une fois que t'as tout fini ton Tour de France, vu que tu as reçu énormément, en fait, tu reçois tellement pendant ton Tour de France que maintenant c'est à toi de donner. Ouais. Mais ils disent non seulement savoir-faire, mais en plus savoir-être. Et ils disent, le compagnon se donne pour devoir de transmettre son savoir-faire et son savoir-être, car il aspire à être un bon ouvrier, un homme bon. Ouais. Je trouve ça trop cool. Ouais. Et après, ils disent... On a des vertus compagnoniques, qui sont la fidélité, l'honnêteté, la fraternité, le courage, la discipline et la patience. C'est trop bien. Si seulement toutes les entreprises pouvaient avoir ça. Ouais. Après, bien sûr, il y a toujours des
tout n'est pas parfait, donc c'est difficile d'être Oui, toujours droit sûr. dans ses bottes. Mais en règle générale, ceux qui finissent jusqu'à la fin, moi je connais des anciens, il y en a il y en a certains que j'ai rencontrés, mais c'est des gens qui sont géniaux. Et même eux disent, tu n'es pas obligé d'être compagnon pour l'être vraiment. Je veux dire, tu peux avoir toutes ces vertus, tu peux avoir tout ça, mais ne pas être compagnon. C'est un titre qu'on a, mais Oui. Mais le compagnonnage, il s'étend partout. Je suis sûre qu'on pourrait créer les compagnons médecins. T'as des gens qui sont géniaux comme ça, et c'est plus. Ouais, c'est un état d'esprit. C'est ça, c'est un état d'esprit. Ouais. Il y a un autre truc sur le voyage, donc qui fait écho à vous devez faire le Tour de France. Ils disent le voyage est une étape nécessaire dans la construction de l'homme, se remettre en cause et abandonner ses certitudes. Ouais, ça a beaucoup. Tu doutes énormément pendant tout ton Tour de France. Ah ouais? Ouais, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de choses que tu remets en question. Pour certains, c'est très difficile de partir de chez eux. Pour certains, c'est difficile de revenir chez eux. Ouais. Moi je trouve que c'est beaucoup. On rencontre beaucoup de gens. On se casse la gueule. On remet pied à l'étrier. Ouais. C'est des belles valeurs à partager, Ouais. je trouve. Beaucoup de choses à gérer. Surtout la première année du Tour de France, c'est la plus difficile pour moi. Parce que c'est la première fois que tu coupes le cordon? Non, moi j'avais déjà coupé le cordon depuis longtemps avec ma famille, mais c'est plus au niveau des responsabilités, parce que tu arrives, du coup tu n'es plus apprenti, tu es aspirant. Donc là on te dit maintenant, faut y aller, et du coup tu te donnes beaucoup trop de responsabilités, et je pense que tu as une surcharge de travail. C'est un peu comme la première année de fac, quoi. Ouais. T'as une surcharge de travail, et du coup parfois c'est difficile à gérer. Ouais, il y en a beaucoup qui arrêtent. Ah ouais? Ouais, au niveau de Noël, parce qu'ils rentrent chez eux, ils ont du mal à la rentrée. Parce que c'est quand même pas mal de pression. On nous met la pression, on en met à nous-mêmes, on n'arrive pas à gérer. Et après ça va mieux, quand tu commences à prendre le pli, déjà à gérer ta propre pression, à t'organiser dans ton travail, ça va mieux. Mais la première année, c'est assez difficile à gérer. Mais parce que c'est la première année où tu rentres dans le monde vraiment du travail. C'est ça. En plus, à l'entreprise, tu dois être considéré comme étant ouvrier, alors que après l'apprentissage, c'est difficile d'être ouvrier. Donc il y a tout ça, tout accumulé. C'est vrai que c'est la première année difficile. Il y en a beaucoup qui me disent là, ouais, j'ai du mal. T'inquiète pas, c'est normal. Ouais, c'est normal. Mais tiens le coup, parce qu'après ça ira parce qu'après mieux ça vaut le coup, et tiens le coup. Ok. Comme je disais en tout début, la raison pour laquelle on se rencontre aujourd'hui, c'est que toi, tu as fait un échange qui est organisé donc en partenariat avec les Compagnons du Devoir et la Fondation J.M. Weston. Encore une fois, moi j'ai dû me renseigner parce que je connaissais J.M. Weston, mais je savais pas tout ce qu'il y avait derrière. Donc j'ai appris que c'est une marque qui a encore toute sa chaîne de production en France, à Limoges. J'ai vu qu'ils avaient leur tannerie végétale à côté de Limoges. Toutes les chaussures sont créées à Limoges. Pour donner un peu un détail sur une paire de J.M. Weston, j'ai vu que c'était 2 mois de travail et 150 prises en main. Donc c'est assez impressionnant. Après, pour la petite anecdote aussi, j'ai appris que J.M. Weston était le fournisseur officiel de la garde républicaine depuis 1975. Et ça, c'est quand même grave la classe. Et donc la fondation J.M. Weston, c'est une fondation qui a été créée justement pour transmettre le savoir-faire d'excellence de J.M. Weston. Et dans ce cadre-là, donc ils ont mis en place plusieurs choses avec les compagnons, dont cet échange. Si je résume bien et si j'ai bien tout compris, et encore une fois, dis-moi si je me trompe, toi t'as postulé, t'as été prise à cet échange. Le principe, c'est que toi tu vas au Japon et tu vas étudier 2 mois au Japon, donc dans une manufacture japonaise, et t'as 2 Japonais qui viennent dans les usines, enfin dans les manufactures, de J.M. Weston.
Par rapport à ça, ma première question, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de faire l'échange? Et un peu comment ça s'est passé pour postuler J'avais déjà postulé l'année dernière, mais vu que je partais à l'étranger, j'avais demandé à enlever ma candidature. Et du coup, là quand j'étais en Angleterre, je savais pas trop s'ils allaient renouveler ça. Mais quand j'ai vu les mails, là, je me suis dit, vas-y, c'est maintenant ou jamais, pars. Et j'ai tout fait en anglais. J'ai mis mon CV, ma lettre de motivation en anglais. Peut-être qu'ils se sont dit on va la mettre en avant parce qu'elle avait déjà demandé, et là elle redemande. On va peut-être la faire partir cette fois-ci. Et j'avais eu des échos de Juliette qui était partie du coup en 2018, elle avait adoré et on en a beaucoup parlé. C'est quoi concrètement qui t'a donné envie d'y aller? C'est quoi dans ses propos à Juliette qui te faisait dire mais c'est une expérience incroyable? Elle m'a dit déjà l'atelier où on a travaillé, c'est juste super bien parce que d'une ça te remet un peu sur la botterie, tout ce qui est technique de botterie, et étant donné que c'est un stage, on prend vachement de recul sur notre travail et du coup on prend plus le temps de faire les choses, on essaie plus de comprendre et ils sont vraiment très 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 gentils là-bas. On a eu d'excellents retours des collègues, de leur gentillesse, des rapports qu'ils ont eu avec eux et de toutes les activités qu'ils ont pu faire là-bas. Puis les photos étaient magnifiques. Le cadre était superbe aussi. C'est à Tokyo? C'était à Tokyo, ouais. Et donc tu peux nous raconter un peu concrètement comment ça s'est passé? Alors moi, le premier mois, j'étais en manufacture, dans une usine. J'en avais déjà fait chez Crockett & Jones, donc j'étais pas dans un environnement que je ne connaissais pas, je connaissais un peu le fonctionnement et tout. Et le deuxième mois, j'ai fait chez Monsieur Fukuda, dans l'atelier sur mesure. Alors l'ambiance était complètement différente, ça n'avait rien à voir. Mais j'ai eu plus de mal à m'adapter pour le deuxième mois, mais en fait au final, après au bout de 2-3 semaines, ça allait. Je suis venue à votre remise de diplôme. Ouais. Fukuda, c'est le master de la chaussure, non? Ouais, il est très bon. Il s'est formé en Angleterre. Il y a une description qu'ils font dans le communiqué de presse de l'événement. Ils disent son nom est aujourd'hui synonyme de talent et de goût. C'est quand même incroyable de se dire, moi quand on parle de moi, c'est du talent et du goût. C'est vrai que c'est l'objectif de toute une vie. c'est très beau ce qu'il fait. Ouais. C'est très très beau. Ouais. C'est quoi, c'est des chefs-d'œuvre à chaque chaussure? Presque. En fait, c'est pas lui qui fait tout. Ouais. Maintenant, il fait plus la communication, il fait plus tout ça. Donc c'est ses employés. Et, après, il décide du modèle, il choisit toutes les lignes et tout. Il fait les formes. Et ensuite, c'est ces 3 employés qui suivent, qui font le reste. Il a 3 excellents employés. Ok. Ouais. Quand on s'était rencontrés la première fois, tu m'avais dit, t'as appris des choses que tu n'avais pas appris dans les autres, dans les autres cadres, notamment de ce que j'ai cru comprendre par la culture japonaise. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous raconter justement ces éléments qui sont un peu particuliers que tu as appris? Moi, j'ai pris beaucoup de recul avec mon boulot et j'ai pris beaucoup confiance en moi parce que alors peut-être parce qu'on n'était pas japonais, mais il nous faisait beaucoup de compliments sur ce qu'on faisait. Et c'était vraiment agréable. Ici, il y en a moins. C'est vrai que sur le coup, les anciens compagnons, des fois, serrent un peu la vis et ont le compliment un peu difficile. Et des fois, ça fait douter de nous et la confiance en soi est assez difficile à acquérir chez les compagnons. Parce que c'est pas franco-français. Alors on est radin du compliment. Ouais, alors que là-bas, c'était carrément agréable, en fait. Et vu qu'on prenait plus notre temps, on était plus zen. Et en fait, plus t'es zen et plus ton boulot est beau, en fait. Et je m'en suis rendu compte. Plus je suis stressée et plus c'est la catastrophe. Mais c'est normal parce qu'on essaie d'aller vite. Et on n'a pas encore la capacité d'aller aussi vite que quelqu'un qui a fait 20 ans de métier. Mais on a du mal parce que du coup, quand ils arrivent, ils disent « Ouais, moi je fais ça en 5 minutes. » Ok, mais t'as 20 ans de métier. Ouais. Et ils ont du mal à se remettre à la place dans laquelle nous on était. Tu veux dire les gens... Les anciens compagnons, et même les jeunes, hein, des fois ils sont là, non, ça va, t'es là, ouais, mais toi tu l'as déjà fait plein de fois, moi c'est ma 2e fois, sois un peu plus tolérant, disons. Des fois ça manque un peu de tolérance. Et là-bas c'était plus tolérant, ça c'est clair que, vu qu'ils sont en règle générale plus patients et plus minutieux dans leur travail,
toi tu te sens beaucoup plus zen et t'as plus de confiance en toi en te disant c'est bon, mes mains elles c'est plus des bébés mes mains, donc ça va mieux. Maintenant j'ai juste besoin d'avoir un peu de confiance et que je prenne plus mon temps sur certaines étapes que j'ai du mal à faire et que c'est pas grave si je mets une demi-heure de plus. Ouais. Alors que ici parfois si tu mets une demi-heure de moins, alors là ça va pas, et quand j'essaie d'aller vite ça va pas, et alors que quand je prends mon temps à la boîte, je prends beaucoup plus mon temps maintenant et c'est beaucoup mieux, je le vois très bien hein. La boîte, tu veux dire Voilà, chez Berluti là en entreprise, ouais je prends mon temps et c'est bien ce que je fais. Ouais. Il t'a appris en fait ce qu'on appelle pas des compétences techniques mais des compétences sur toi et sur ta façon de fonctionner. Quoi. Et après en technique t'apprends toujours des choses, mais le truc c'est que si tu travailles pas longtemps avec quelqu'un, moi j'ai vachement de mal à avoir la technique rapidement. Ouais. Donc il aurait fallu rester 6 mois là-bas pour travailler comme eux, disons. D'accord. Une fois c'était pas suffisant. T'as pas peur de finir par oublier ce que t'as appris là-bas, du coup? Si, bien sûr, mais après, c'est assez similaire aussi à ce que nous, on fait en France. Donc, il y aura pas y a des points que tu vas faire différemment, mais vraiment, le résultat, c'est ce qui compte. Ouais. C'est pas tant de la manière dont tu le fais, c'est le résultat qui compte. Ok. Il y a des outils que j'ai achetés de là-bas et que j'utilise, et il y en a, je sais, il y a des techniques que non, ça m'intéressait pas plus que ça. Disons que il y a des techniques qui, eux, le font différemment, mais toi, étant donné que tu l'as déjà acquise, que t'es déjà à l'aise avec ton outil, bah tu vas pas t'amuser à acheter un autre outil avec un affûtage différent et à essayer juste parce que c'est japonais. Et que ça fonctionnait très bien avec eux. Mais toi, finalement, t'arrives à le faire avec ton outil, reste avec ton outil, quoi. Te remets pas tout en question. Non, on remet pas tout en question, ça fait un mélange. Et c'est ce qu'on fait, de toute façon, surtout notre truc de France, parce que à chaque fois, même dans l'atelier, t'as du boulot, il y a quelqu'un qui va dire ça, il y en a un autre, juste après, 5 minutes après, il va dire autre chose, et encore un autre qui va dire autre chose. Et là, je peux pas, les gars. C'est fait, de toute façon. C'est fait. J'entends ce que vous dites, mais je peux pas déjà tout assimiler, et à chaque fois, vous me dites des choses différentes. Bah, ils nous disent tous, bah ouais, faut que tu fasses un milieu. Bah, c'est ce que je fais. Donc, des fois, faut leur dire, non, mais stop, arrête, ça sert à rien de me dire 4 fois des choses différentes. Enfin, je l'ai déjà fait, de toute façon. La prochaine fois, ouais, mais moi je m'adapte à la personne qui est en face de moi, quoi, avec qui je travaille. Ils auront tous des techniques différentes, bien sûr, mais bon. Et ça, c'est vraiment pour moi un concept, quand tu dis, quand t'apprends à faire une chaussure, tu dis, bon, bah très bien, dans la chaussure, il y a ça, une fois que tu sais la faire la chaussure, bah c'est bon, t'as compris. Et en fait, plus j'échange avec les artisans dans le cadre de ce podcast, et plus je me rends compte qu'en fait la connaissance elle est tout le temps. Ah ouais. Et t'apprends toujours. Et même moi, des fois j'arrive, je fais des choses que j'ai appris par quelqu'un, et il y en a des anciens qui ont 50 ans. Ah, tu fais ça comme ça, c'est intéressant. Ouais. Ils sont pas non plus contre le fait de voir une autre manière de faire. Alors ils la feront peut-être pas, ils en font ce qu'ils voudront, mais en soi tu fais ce que tu veux de ce que t'as appris, hein. Mais c'est aussi intéressant de savoir comment il faut. Vu qu'on a des métiers qui sont créatifs et vachement manuels, c'est vrai que t'as des techniques qui sont toujours différentes, avec un rendu différent, parce qu'on a tous à la fin, en plus je pense qu'au bout de 30 ans de métier, t'as ta petite touche que t'as fait, que t'as façonné, et c'est hyper intéressant de voir comment les autres font, hein. Après, parce que dans d'autres métiers, moi c'est pareil, je suis issue d'une famille de médecins et d'ingénieurs, et ta fraction, bah y a qu'une seule façon de la faire, quoi. Ouais, c'est ça. Ton diagnostic, y a qu'une seule façon de le faire. Ouais. Oui, c'est ça. Donc là, tu es dans ta formation des compagnons. Oui. Qu'est-ce que tu as envie de faire de cette formation ? Là, je me suis un peu spécialisée dans le piquage. Donc c'est toute la partie souple de la chaussure dans laquelle on va rentrer le pied avec le lassage, toutes les coutures à la machine, les assemblages pour ensuite que ce soit monté sur la semelle. Et il se trouve que on a de la demande dans les entreprises, et que chez les compagnons, notre formation est très axée sur le montage, semelage. Donc vraiment la mise en forme, disons, de la chaussure. Et tout ce qui est partie piquage, elle a été mise de côté pendant des années.
des années, parce qu'il y a 10 ans, ils cherchaient des monteurs, et maintenant, on cherche des piqueurs, et ils ont du mal à trouver des gens qui ont les compétences, et moi, j'aimerais bien être un peu la formatrice, la doyenne de tout ça, et former des jeunes qui veulent se spécialiser dans le piquage. D'accord. Donc ouvrir des embauches, et avoir des gens, des compétences acquises là-dedans, et dire, voilà, cette personne, maintenant, elle peut travailler en chef d'atelier de piquage. En chef d'atelier. Ok. Ouais. Ça serait bien. Et je sais qu'il y a du monde qui serait intéressé, parce que j'ai beaucoup de jeunes qui viennent me voir, ça m'intéresserait bien de faire ça, mais ils savent pas comment commencer, ils ont peur de la machine, ouais. Ok. C'est vrai que quand on fait pas en entreprise, je peux comprendre que ça puisse t'effrayer. Donc c'est pour ça, j'aimerais bien un peu plus ouvrir ça, et comme ça, une personne qui voudra faire sa propre paire de chaussures, elle sera pas bloquée. Parce que la plupart même les anciens compagnons que je rencontre, ils me disent, moi je suis incapable de faire ça. Hein. Ils sont excellents, c'est des excellents bottiers, mais ils sont incapables de toucher une machine à coudre. Ouais. Donc comment ça se fait? Parce qu'ils ont jamais été formés pour. En fait, ils ont toujours eu de la sous-traitance, ils ont toujours eu des gens qui le faisaient pour eux, ils demandaient au maroquinier pour faire une petite piqûre. Et du coup, c'est très récent qu'on commence à toucher aux machines à coudre chez les compagnons du devoir. On a acquis, je crois, 2 ou 3 machines, mais il y a 3-4 ans, il n'y en avait pas. Donc c'était soit t'avais de la chance, c'était en entreprise et tu pouvais en faire, soit souvent quand t'avais des paires à monter, tu demandais à la piqueuse, ouais, tu peux me la piquer s'il te plaît. Et je pense qu'avec ça, il y aura des gens qui seront vraiment complets et qui ne dépendront, parce qu'il y a beaucoup de gens qui dépendent de ça. Et du coup, pour une piqueuse qui fait ça chez elle, c'est génial, parce que du coup on a tout le temps du boulot. Mais ça serait bien aussi de voir que c'est possible, et si un jour tu veux faire un peu de piquage, tu veux commencer à faire tes propres choses, et il te faut une petite formation, et voilà. Ok. Et donc, dans ta formation des compagnons, tu dois faire un chef-d'œuvre. Oui. Et tu m'avais parlé de ce chef-d'œuvre. Oui, moi j'aimerais faire des bottes d'équitation pour quelqu'un d'handicapé. Quelle est la particularité de ces bottes d'équitation? Là j'ai contacté une cavalière qui est paraplégique, donc elle n'a plus l'usage de ses jambes, et elle serait très intéressée de collaborer avec moi. Donc je prendrais toutes ces mesures, et de là je fabriquerais une paire de bottes du coup sur mesure, élégantes et durables. Ok. Elles ont quoi de particulier, ces bottes d'équitation pour handicapés? Déjà j'ai un peu demandé comment ils faisaient pour se chausser. Donc ils me disaient qu'ils avaient effectivement du mal à trouver des bottes qui soient ajustées, parce que même je pense que si tu vas chez un bottier qui fait du sur-mesure en équitation, qui est assez rare maintenant, et soit il va te demander du prix mais exorbitant, soit il va dire non, je sais pas faire parce que je ne fais que de la botterie, je ne fais pas d'orthopédie. Ça fait peur en fait, disons. Ok. Parce que c'est un vrai challenge de se dire, cette personne, parce que quand on est paraplégique, vu qu'on n'a pas l'usage de ses jambes, les muscles sont atrophiés. Voilà, atrophiés, et du coup le mollet est bien plus petit. Alors que le gable normalement d'une botte a quand même un mollet assez conséquent. D'accord. Et l'idée, ça va te donner c'est que j'ai envie de lui faire un truc quand même assez joli, donc avoir un galbe de mollet qui est quand même disons dans la botte classique, mais à sa mesure. D'accord, ok, je comprends. C'est pas un système pour lui permettre de commander ses jambes. Ok. C'est vraiment pour faire la botte. Un truc esthétique. Ouais, parce qu'en plus souvent les bottes que t'achètes dans des entreprises comme je crois que c'est Fellini qui fait un peu de demi-mesure, disons. En fait, la demi-mesure, ça va être plutôt la hauteur de mollet, des fois le tour, mais ça c'est pas souvent, et la pointure et les demi-pointures et la largeur. Ok. Et elle me disait non, c'est vrai que c'est trop grand. Donc et du coup quand c'est trop grand, ça souvent le tuyau de botte s'affaisse et c'est pas très joli quoi. Ça fait des plis là où on veut pas. Ah ouais. Pas joli. Ok. C'est hyper intéressant. Donc grâce à ce chef-d'œuvre, t'aurais du technique et tu m'avais dit quoi, technique et esthétique. Et esthétique. Ok. Et donc toi, ton objectif, c'est de dire, j'en fais mon chef-d'œuvre et je vois s'il y a un marché après. Ouais, là c'est ça. Je fais un petit business plan classique. L'idée c'est qu'elle les porte en compétition. Et je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est quand tu commences à avoir du monde qui porte tes chaussures, après c'est du bouche à oreille quoi. Ouais.
ils ont tous comme fait comme ça, hein, Marsaro, Berluti, Weston, Crockett Jones, il faut que ça se porte, il faut en parler, il faut... Eh ben, c'est de l'influence marketing. Ouais, c'est pas dans ton atelier, en sortant pas et en mettant en vitrine que tu vas... que ça va fonctionner. Clairement. Oui, et puis, ils se connaissent tous. En plus, ouais. Alors, en plus, je pense que le paralympique est encore plus petit que les Jeux olympiques valides. Du coup, le monde doit être un peu petit. Et c'est marrant parce que je discute même avec des gens qui sont très intéressés par l'orthopédie et ils m'ont dit, ouais, c'est vrai que je me suis jamais vraiment intéressée à comment ils se chaussent, tous ces athlètes handicapés. Ouais. Je me dis, mais c'est hyper intéressant, attends, c'est parce que les athlètes valides, ils ont tous des sponsors, ils se font chausser chez Nike et chez Adidas. Les grands cavaliers, je pense qu'ils vont dans des usines, ils vont pas chez des bottiers parce que c'est trop cher. Il y en a quelques-uns qui les ont, mais je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Et les paralympiques, en fait, on les laisse complètement de côté. Oui, parce qu'en plus, ce que tu m'expliquais, c'est que les paralympiques, ce n'est absolument pas leur métier. Ouais, des fois. Alors, il y en a que certains, c'est des professionnels, mais il y en a d'autres, non. Ouais. Et là, j'ai eu la dame qui s'occupe de la Fédération française d'équitation, et je l'ai eu au téléphone, et elle m'a dit, en fait, c'est encore plus bizarre, j'ai trouvé que c'était vraiment très bizarre, ils vont savoir s'ils vont partir au JO 2 semaines avant. Mais non. Si. J'ai pas compris pourquoi. Mais comment ils font pour se préparer? Bah ouais. Alors ils ont des qualifications, donc ils m'ont dit là, les qualifications des gens qui seront qualifiés aux Jeux Olympiques, ce sera en janvier. Déjà, je trouve ça très tard, alors que toutes les équipes de valides sont faites, hein. Janvier 2024. 2020. Pour Tokyo. Ah, pour Tokyo. Donc je demandais, parce que j'ai regardé, là, les sélections françaises des valides sont faites, hein. Eux, il faut qu'ils attendent janvier, et ensuite ils vont savoir, 2-3 semaines avant, s'ils peuvent partir ou pas. C'est abusé. Ouais, moi j'ai trouvé ça scandaleux, je dis mais c'est pas possible. Comment ils font? Pour s'organiser, faut quand même mettre ton cheval dans un avion, quoi, enfin... c'est pas des baskets qu'il faut mettre là, c'est un cheval quand même. C'est clair. Ouais. Oui, et puis 2 semaines avant, le billet d'avion, il est pas gratuit, quoi. Ah, je sais pas, ouais, j'ai trouvé que là, c'était étrange. Mais après, on verra. Ok. Faut que je me renseigne, faut que je les rencontre et que je discute un peu avec eux, mais ouais, je trouvais ça incroyable. Et donc, ton chef-d'œuvre, toi, tu vas le faire pour les JO de 2020 ou 2024? Bah, de toute façon, ce sera ni l'un ni l'autre parce que la cavalière, son cheval est blessé, donc elle ne participera pas aux JO. Par contre, elle participera au championnat d'Europe. Ok. Et c'est quand? Je sais pas. Je l'ai pas encore rencontré parce qu'il faut que j'attende l'accord de mon métier, qui me disent ok, c'est bon, tu peux y aller, t'as le niveau, t'es prête. Ou alors ce sera peut-être repoussé l'année prochaine, je sais pas encore. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de m'avancer en me disant c'est bon, je suis prête, je te rencontre, je te l'ai fait cette année. Ouais, j'ai pas envie de lui donner de faux espoirs ou quoi que ce soit. Ouais, ok. Donc pour l'instant, je suis sur la réserve, j'attends le mois de janvier. Et si le mois de janvier j'ai le feu vert, et bah là je vais la rencontrer à Londres. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote, idéalement, sur ton échange au Japon? Je me souviens surtout, parce que la culture japonaise est quand même très très éloignée de la nôtre, et en fait, pour faire du riz, alors c'est quand même leur aliment principal, et en fait ils ont une machine à riz spécifique. Rice cooker. Voilà. Et on se dit, bon, tu fais du riz en France, hein, pour un quart d'heure, 20 minutes, voilà. Et là, il fallait attendre 1 heure. Mais c'est quoi ça? C'est du riz, c'est du riz de qualité supérieure, quoi. Alors déjà, quand tu vas t'acheter ton riz, mais j'ai jamais vu autant de choix de riz de ma vie. Je savais pas du tout lequel prendre. On prenait toujours au pif parce que rien n'est traduit en lettres. C'était que des signes. Et alors à chaque fois, il fallait avoir alors ils ont des petits verres doseurs, donc ils vont mettre ta dose de riz équivalent à ta dose d'eau. Fallait le laver 3 fois et tout, ça nous gonflait à chaque fois. Et un jour on a fait c'est bon, y a personne aux alentours, on a mis le riz comme ça du sachet, on a mis de l'eau, on a mélangé, on a mis dedans, et en fait il y en avait un qui était là, il nous a regardé. Il était choqué, il a dit mais vous êtes folle. On aurait dit qu'on avait pris un risque.
Alors que c'était juste du riz, quoi. Si c'était raté, c'était pas grave. Ah, mais non. On avait bien rigolé, ouais. Du coup, à chaque fois qu'on était là, on disait, en fait, le japonais qui prend des risques, c'est un japonais qui dose pas son riz, quoi. Attention, hein. Ouais. Il y a ça, il y a aussi, une fois aussi, on a eu une autre interview, dans l'entreprise, et alors, moi j'étais avec Lara, on regardait comment ça allait se passer, et là, on a vu, attention, l'échange de cartes de visite, le plus drôle que j'ai jamais vu. Alors, ils sont complètement courbés, et ça dure au moins 3 minutes. Quoi ? L'échange de cartes, parce qu'en fait, je pense que le fait, si tu lâches la carte de visite avant ton interlocuteur, ça doit être un manque de politesse. Du coup, ils sont là en train de se dire arigato gozaimasu 10 fois de suite, et tu vois l'échange de cartes très 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 lent, jusqu'à temps que le premier lâche la carte, quoi. C'est excessivement drôle, et puis ils sont tout courbés comme ça, et ça dure, et ça dure, et ça dure. Et on a ri. Ouais, c'est le summum de la politesse, là-bas. C'est ça. Et on a eu beaucoup de typhons aussi. Alors à chaque fois qu'on voulait aller quelque part en week-end, c'était compliqué avec les trains. J'ai jamais vu des trains aussi compliqués. C'est très compliqué les billets de train là-bas. C'est très cher aussi. Mais sinon, ouais, c'était vraiment super. On a des paysages magnifiques. On a vu le mont Fuji 2 jours avant de partir, quoi. C'était le Graal de notre voyage. Le mont Fuji, ça a été... On était en train de marcher, et puis... Et là, je fais, regarde ce qu'il y a là-bas. Et là, il y avait le mont Fuji. Heureusement qu'on l'a vu, parce que l'après-midi, on le voyait plus. Et c'était trop bien. On est resté devant une demi-heure, quoi, en regardant, en disant, ouais. Ah, c'est bon, on l'a vu. On a pris plein de photos, ouais. C'était vraiment super. On a fait une gyoza party avec nos collègues. On les a invités dans notre coloc, et on a appris à faire des gyozas avec eux. C'était génial, c'était vraiment super. Ils ont l'air d'être quand même hyper serviables. Ouais, mais mes parents sont venus au Japon, mais pas du tout pour me voir. Ils avaient déjà booké leur voyage avant que j'ai la confirmation d'y aller. Et quand je suis revenue, et ils m'ont vu, ils m'ont fait, ouais, franchement, je pense qu'on n'aurait pas autant aimé s'il y avait pas eu ces gens qui étaient excessivement gentils, serviables, accueillants, chaleureux, ouais. C'est vrai que quand tu voyages comme ça, il y a des pays qui sont très beaux, mais où les gens sont plus hostiles. Donc t'en gardes pas un super souvenir, tu vois. Tu te dis, ouais, c'était super et tout, c'était beau, on a vu des beaux paysages, mais en matière d'humanité ou de bien se sentir dans le pays, c'était pas ça. Alors que là-bas, c'était complètement différent. On se sentait vraiment très bien. Grâce aux gens. Je pense que c'était vraiment grâce aux gens qui y habitaient. Il y a une question qui me vient, comme ça. Comment vous échangez avec Maître Fukuda ? Il parlait très bien anglais. Vu qu'il s'est formé en Angleterre, donc il avait un anglais vraiment nickel. Et je pense qu'il continuait de l'entretenir, parce que il voyage beaucoup, et grâce aux réseaux sociaux, notamment à Instagram, il a énormément d'abonnés, vraiment beaucoup. Et du coup, il est tout le temps en train d'entretenir son anglais. C'était plus avec certains employés qui avaient des bases d'anglais, mais un petit peu difficiles. Mais vu qu'on a un métier très très visuel et manuel, et ben c'est avec des photos, avec des gestes, avec des dessins, c'est facile de se faire comprendre. Ok. Ce qui est incroyable, parce que le geste est... Enfin, c'est international, quoi. Complètement. Le geste est international. Ouais. Et vu que nous, on avait déjà des bases, parce qu'on avait déjà un peu d'expérience, du coup, on avait moins de mal à comprendre qu'un apprenti, par exemple, qui aurait eu beaucoup plus de mal à comprendre. Ouais. Ok. Et donc j'en viens à la dernière question que je pose à chacun de mes invités, mais qui m'intéresse plus particulièrement pour toi, parce que justement tu es la nouvelle génération d'artisans. Quelle est ta vision de l'artisanat aujourd'hui? Et ta vision de l'artisanat pour le futur? Je sais qu'il y en a beaucoup, notamment des anciens, qui ont une vision un peu sombre de l'artisanat. Mais moi, je suis plutôt confiante. Parce qu'on a toujours ce gage de qualité en matière d'artisanat. On met beaucoup de cœur à l'ouvrage. Et on a toujours du produit qui sera meilleur que l'industrie. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise sur l'artisanat. Alors oui, ce sera plus cher, ce sera toujours plus cher. Mais non, je pense que l'avenir peut encore durer pour nous.
Et ça a encore plus de succès parce qu'on voit beaucoup de reconversions professionnelles tardives. Les gens ne veulent plus bosser dans des bureaux. Et du coup, je pense que c'est ça qui va vraiment nous faire monter en flèche. Et après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont passionnés de chaussures sans forcément en faire. Et ça, c'est ce qui continue à nous faire vivre. Ouais. C'est vraiment ces gens qui sont passionnés de chaussures qui font vivre. Et là, je sais, on travaille dans une grosse boîte, il y en a un, là, on lui a fait 10 paires de chaussures juste pour une personne. Ah oui. Ah ouais. Ouais. Le mec adore Berluti, quoi. Mais c'est bien, parce que ça nous fait travailler, et en plus, parfois, ils ont des demandes un peu spécifiques, du coup, il faut qu'on se creuse la tête. Non, je pense que l'avenir a encore quelques années devant lui en tant qu'artisan. Et au sein même de l'école, tu vois le nombre de compagnons augmenter, diminuer? En fait, disons que l'arrivée du compagnonnage sera toujours plus réduite par rapport à de ce qui part sur le Tour de France. Parce qu'il y a des gens qui ont des opportunités, parce qu'il y a des gens où c'est pas fait pour eux. Il y a tout un tas de critères qui peuvent entrer en jeu. Mais je pense que c'est pas tant le nombre de compagnons qui arrivent à ce stade-là, c'est plutôt la qualité du compagnon. Et ça, c'est pour ça que le Tour de France existe. C'est pour avoir la qualité plutôt que le nombre. Ok. Mais c'est hyper important de continuer cette retransmission pour faire vivre l'artisanat et le compagnonnage, parce que y a des gens qui refusent. Vraiment, il y a des gens qui ne veulent pas, qui veulent garder ça pour eux. Et une fois que c'est fini, bah ils emportent ça dans leur tombe et c'est perdu. Oui, et puis il y a des fondations comme JM Weston. Enfin, moi je trouve ça vraiment top qu'ils aient réussi à mettre ça en place. Ah, c'est super. Ouais, faut vraiment continuer de faire ça. Et c'est ce qui serait bien, c'est que cette fondation de JM Weston donne exemple à d'autres fondations dans la maroquinerie, dans la tapisserie, partout, pour faire la même chose pour d'autres jeunes. Parce que je suis sûre qu'on peut faire ça partout, hein. Et dans d'autres métiers. On a encore des manufactures en France, avec un savoir-faire d'excellence, il y en a peu, mais il y en a encore, et je pense que si on veut arriver à les faire tourner... Ouais. De toute façon, les marques, elles auront pas le choix à un moment. Non, ouais. Si elles veulent retransmettre et continuer de faire des objets de qualité... Il faut qu'elles s'ouvrent un peu plus, ça c'est sûr. Mais pour ça, la fondation, c'est super ce qu'ils font... Ouais. Et puis de toute façon, après, JM Weston, ce qui est bien, c'est qu'ils ont une renommée internationale. Ouais. Si tu vas en Amérique du Sud, tu vas au Japon, tu vas partout, tout le monde connaît JM Weston. Alors c'est marrant parce qu'ils pensent tous que ce mec n'est pas français. Alors que oui, c'est français. Mais ça a une renommée internationale et et les grosses boîtes comme ça, il faut tous qu'ils fassent ça. Il faut qu'ils fassent. Dans d'autres métiers, parce que j'en vois beaucoup des pôles d'amateurs soupe qui sont venus voir, c'est super et tout. Et je leur dis, ouais, c'est génial, et ça serait bien que vous fassiez pareil, tu vois. Pendant 2 mois, tu vas, je sais pas, t'es pas obligé d'aller au Japon, il y a plein d'autres destinations, tu vas en Inde, tu vas n'importe où. Ouais. Et tu amènes deux gens ici aussi, en France, et tu fais la même chose. Bah, Hermès, si vous nous entendez. Ouais. Faites donc, Louis Vuitton, c'est pareil, envoyez vos jeunes là-bas. En plus, Louis Vuitton, il commence à s'importer aussi hors dehors de la France, alors... Ouais. Bon, ben, sur cette note positive et plein d'entrain, je te remercie pour cet échange, Justine. Mais c'était avec grand plaisir. Et puis merci pour votre accueil, les compagnons. Oh, on a le sens de l'accueil ici. Non, c'est le sens de l'hospitalité. C'est top, merci. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que le parcours de Justine vous aura inspiré. Si vous souhaitez en savoir plus sur la Fondation JM Weston et les Compagnons du Devoir, n'hésitez pas à m'écrire sur Facebook ou Instagram à Histoire d'artisans. N'hésitez pas à mettre une note sur iTunes pour faire découvrir les histoires d'artisans au plus grand nombre et à vous abonner sur votre plateforme de streaming préférée. Je vous dis à très vite avec une nouvelle histoire.